Être sincère nous fera sûrement perdre des gens, mais nous permettra de garder nos valeurs. Mesdames, Messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité au plan local et national. Nous venons à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité pendant que nous sommes aujourd'hui jeudi 14 novembre de l'an 2024. Au sommaire de l'actualité, le monde entier célèbre ce jour la journée mondiale du diabète, une maladie qui touche aujourd'hui des centaines de milliers de personnes au Bénin et à travers des pays spécifiquement. Que doit-on savoir du diabète, ses manifestations et les causes? La réponse sera avec Dr Abdoulaye Imorou, diabétologue, dans ce journal. Eh bien, c'est désormais une tradition au ministère des Sports. Les athlètes médaillés sur le continent et à l'international sont félicités pour leur performance. Ceci à travers une cérémonie fort simple organisée dans la salle de conférence du stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou. Le ministre des Sports, Benoît Dato, sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. Et puis, remise officielle en début de cette semaine à Kétou par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dessouy, du site à la Société nationale de mécanisation agricole. Un site qui permettra de construire désormais une unité de transformation du maïs, du riz et du manioc. C'était en présence des responsables au plan local à Kétou, du directeur général de la Sonamar et du directeur de la FIDA pour le Bénin et le Togo. Les précisions, c'est dans un instant. À suivre à la boucle, le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise. C'est la revue de presse nationale de Loukouane Rothio. C'est là pour les titres. Merci de vous installer confortablement pour les détails. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous dans ce Boeing 709. C'est Sota FM. Conseil des ministres, donc, les membres du gouvernement se sont réunis mercredi 13 novembre 2024 sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon à la Marina à Cotonou. Au cours de ce conseil hebdomadaire des ministres, plusieurs décisions sont prises et des dossiers sont examinés. Là-dessus, je vous invite à suivre le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungwedi. S'agissant des mesures normatives, les décrets portant approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin ont été adoptés. Au titre des communications, en point 1, construction de centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'école polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du cadre de vie accompliront les diligences nécessaires à cette fin et veilleront à la bonne exécution des travaux. Par ailleurs, le Conseil a autorisé l'adhésion du Bénin à un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert de l'action publique et l'accessibilité à des nouvelles formes de contraction, sinon de concertation et de collaboration avec la société civile. Wilfried Léandre Ngwedi, qu'on écoute.
autorisation d'adhésion du Bénin à l'Open Government Partnership OGP. L'OGP est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, c'est-à-dire la transparence de l'action publique et l'accessibilité à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile en se basant essentiellement sur le numérique et les nouvelles technologies. L'adhésion à cette initiative permettra le renforcement des capacités sur la réforme du système budgétaire et la conduite des dialogues y afférents dans un processus ouvert, participatif et inclusif pour une optimisation des allocations et un meilleur ciblage des besoins prioritaires. Elle favorisera aussi l'appropriation et l'utilisation des nouvelles technologies dans la conception d'un budget qui reflète à la fois la transparence et la bonne gouvernance. Le Bénin étant déjà un leader international en matière de budget ouvert, son affiliation à l'OGP conforterait le choix du gouvernement de pratiquer une gestion efficiente des finances publiques ainsi qu'un processus budgétaire collaboratif. Le Conseil est favorable à la formalisation de cette admission, à charge pour le ministre de l'Économie et des Finances d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé en vue de la maîtrise complète du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Wilfried Léandre Ngoudi, porte-parole du gouvernement. En point 4, contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé à cette fin. À l'instant, Wilfried Léandre Ngoudi, porte-parole du gouvernement. Une fois n'est pas coutume, on parle sport à présent. Le ministre des Sports béninois, Benoît Dato, a confirmé justement ce mardi 12 novembre 2024 sa reconnaissance envers les handballeuses de Flowers CNSS et Hadidja HBC qui ont pris part au 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball à Lyon au Maroc. Et c'est la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou qui a servi de cadre à cet événement en présence de plusieurs acteurs du monde sportif et lauréats. En atteignant donc la finale pour la toute première fois de son histoire, le club Flowers a fait sensation et inscrit son nom parmi les grandes équipes du continent. Les poulains du coach Aimé Sebio repartent désormais en arborant justement une médaille d'argent qui récompense un parcours exceptionnel. Cette performance, la médaille de l'histoire du club en compétition africaine, consacre Flowers comme un acteur majeur de handball africain. Ainsi, Hadidja HBC, quant à lui, a réalisé une progression remarquable en arrivant au quart de finale et se classe 5e de la compétition. Occasion pour le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, de souligner l'importante contribution du ministère qui a permis d'obtenir 77 visas pour soutenir la délégation béninoise. Je vous invite à suivre pour plus de précisions Sidikou Karimou.
Nous arrivons à tenir le championnat professionnel essentiellement à cause de la réforme sur les sociétés sportives. Aujourd'hui, nous avons des clubs où on ne se met pas à la dernière minute à courir pour savoir combien de joueurs au maximum ou au minimum on doit envoyer. Les clubs avaient l'habitude d'aller en compétition parfois à 12, à 13, avec un entraîneur sans kiné. Aujourd'hui, nos clubs qui participent aux compétitions n'ont plus ces problèmes-là. On a même des problèmes de riches. Je puis vous dire, monsieur le ministre, que nous étions la plus forte délégation représentée au Maroc. Je crois qu'à un moment donné, j'ai fait le point. Nous avons fait une demande de près de 77 visas. Aucun autre pays ne l'a fait. Je pense que ça mérite que nous puissions nous applaudir. Nous espérons vivement qu'au niveau de cette société sportive ou de ce championnat professionnel, nous puissions avoir beaucoup plus de clubs qui bénéficient effectivement de la réforme. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que nous avons un championnat professionnel avec 2 clubs et demi pro, alors que nous le jouons à 12, parfois à 14. Aujourd'hui, le souhait, monsieur le ministre, c'est que les sociétés sportives, je dirais principalement celles publiques, puissent, avec votre appui, trouver le modèle de fonctionnement qui permette de prendre en compte le handball dans les budgets que nous jugeons assez importants qui sont mis à la disposition du sport. Dans ce cadre, le ministre des Sports se réjouit exceptionnellement de la performance des équipes béninoises. Benoît Dato se veut plus précis, ministre des Sports qu'on écoute. C'est avec une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui. Votre récente participation à la 45e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball a porté haut les couleurs de notre pays. Les résultats que vous avez obtenus sont tout simplement remarquables. Nos 2 clubs, Flowers et Adjidja, ont brillé de 1000 feux sur la scène internationale. Flowers, en décrochant la médaille d'argent, a confirmé son statut de référence de handball béninois et s'est hissé au sommet du continent africain. Adjidja, quant à lui, a réalisé une progression remarquable en atteignant les quarts de finale et en se classant 5e de la compétition. Ces performances sont le fruit d'un travail acharné, d'un engagement sans faille et d'un talent indéniable. Elles témoignent de la vitalité de notre handball et de l'ambition de nos athlètes. Vous êtes tous des champions et je tiens à vous féliciter chaleureusement. Cher Président, rappelez-vous qu'à notre rencontre d'il y a 1 an, je vous disais que les échos qui me parvenaient étaient favorables et j'avais bon espoir quant à vos efforts à la tête de la Fédération béninoise de handball. 1 an plus tard, les faits donnent raison. Je veux saisir cette occasion pour vous dire que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons plutôt poursuivre davantage le travail parce que je suis convaincu que ce n'est qu'ainsi que nous allons retrouver l'âge d'or du handball béninois comme ce fut le cas en milieu des années 80 et 90. Saisissant l'occasion, le ministre des Sports, Benoît Dato, a réitéré son engagement et a rassuré le monde sportif béninois du soutien du gouvernement du président Patrice Talon à continuer à soutenir le sport au Bénin. Benoît Dato, qu'on écoute. Nous avons également l'engagement devant vous d'inviter les sociétés sportives pour que nous travaillions à développer les autres disciplines autres que celles que vous connaissez. Mais encore une fois, toutes mes félicitations. Vous avez le soutien du chef de l'État, vous avez le soutien de tout son gouvernement et nous allons ensemble, comme c'est écrit là, notre défi est de faire du Bénin une grande et véritable nation sportive. Nous y arriverons ensemble. Mesdames et messieurs, cette session de l'information se poursuit. Cette fois-ci, nous parlons de cette activité avec le ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a procédé ce mardi 12 novembre 2024 à Kétou à la remise officielle d'un site à la Société nationale de mécanisation agricole pour la construction d'unités de transformation de manioc, de maïs, de riz. Le coût de réalisation des unités s'élève à 200 millions de francs CFA. Il faut dire que ce financement est du gouvernement du Bénin et le FIDA à travers le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché en abrégé PADAM. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a évoqué ici donc les objectifs que vise le programme selon le gouvernement du président Patrice Talon en initiant ce projet. Gaston Kossi-Dossoui, qu'on écoute. Ces projets et programmes, dans un premier temps, ont visé la productivité agricole et l'amélioration des productions. Ça là, allons-nous transporter nos matières premières pour que les autres s'enrichissent avec?
Et c'est pourquoi le président Patrice Talon a dit, tant que nous avons le souffle, on va contribuer à transformer la totalité de nos matières premières pour que de notre pays, les produits partent transformés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous allons transformer en des produits qui rentrent d'abord dans notre alimentation, mais qui sont aussi demandés par d'autres pays qui n'ont pas cette chance. À Kétou ici, nous avons un label que nous utilisons dans la préparation d'une pâte très élastique, propre de notre régime alimentaire. L'usine qui va être installée ici va produire du lafou meilleure qualité, labellisé, qui va voyager sur de très longues distances. Nos enfants qui sont aux États-Unis d'Amérique, en Europe, partout, vont partir avec de lafou propre, certifié. Lafou, c'est même une identité du terroir Kétou. Les 3 usines de manioc doivent produire de la farine panifiable. Et nous allons faire des contrats avec les minoteries de la place, les moulins de la place, pour recevoir la quantité qu'il faut pour mélanger depuis l'usine afin que notre pain aujourd'hui soit effectivement made in Bénin. Le partenariat entre le Fonds du développement agricole en abrégé FIDA et le Bénin est le résultat donc de la mise en œuvre des projets et programmes dans le pays. Et pour Jean-Pascal Kobouré, le représentant du Fonds du développement agricole FIDA, s'engage donc à accompagner le Bénin dans l'atteinte de ses objectifs en ce qui concerne la mécanisation agricole. Extrait de ses propos. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités béninoises pour le partenariat et la qualité des relations que nous avons. Et monsieur le ministre, vous êtes pour beaucoup. Merci pour la qualité de notre collaboration et merci pour ce que cette collaboration apporte en termes de résultats par la mise en œuvre des projets et programmes que nous mettons en œuvre ensemble. À ce jour, le partenariat entre le Bénin et le FIDA a permis la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, notamment le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, pour lequel nous sommes là aujourd'hui, le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, le projet régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. En participant justement au financement du PADAM, le FIDA et les fonds OPEP accompagnent le gouvernement dans la réalisation des objectifs et des priorités de développement du pays. Et ces projets cofinancés par le gouvernement, le FIDA et les fonds OPEP sont entièrement alignés aux objectifs et aux stratégies du pays et cela constitue pour nous un élément essentiel. La réalisation des 6 unités de transformation financées par le FIDA et cela est un élément important de synergie de la famille des Nations Unies, à travers laquelle nous avons une synergie d'action et une conjugaison des efforts pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs. Pour le directeur général de la Société nationale de mécanisation agricole en abrégé SODAMA, la mise en place de l'unité de transformation des produits agricoles au Bénin est la deuxième étape des objectifs visés par le gouvernement en mettant à l'œuvre cette société. Il évoque ici donc la capacité de production de l'usine de transformation des matières premières de Kétou qui sera bien sûr installée. Éric Renaud, qu'on écoute. Je suis heureux d'être aujourd'hui à cet événement parce que pour nous c'est une nouvelle étape pour la SONAMA et nous avons pour vocation d'œuvrer à la mécanisation de l'agriculture béninoise. Et ça c'était une première étape. La première étape c'était de mécaniser la production, d'augmenter la productivité et aujourd'hui nous enclenchons grâce à ce projet la deuxième étape qui est la transformation des matières premières agricoles. Alors sur ce site de Kétou, nous avons été choisis pour réaliser une unité qui va couvrir une surface d'1 hectare et qui aura une capacité de transformation de manioc frais de 500 kg par heure, soit par jour à peu près 5 tonnes, et donc une production de lafou de environ 350 kg par heure, donc 1 tonne par jour. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an. Donc si vous faites le calcul, c'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine qui va travailler dans des conditions et avec des règles environnementales très fortes. Cette usine, elle va être composée de 5 bâtiments. Un premier bâtiment qui va être un bâtiment de stockage de la matière première, un bâtiment qui va contenir l'usine et la transformation, un bâtiment qui va stocker les produits finis, un bâtiment administratif et la grande nouveauté sur ce projet, c'est que toutes ces unités de production vont être dotées d'un laboratoire d'analyse de qualité. Eh bien voilà. Mesdames et messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais nous marquons juste une courte pause.
Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous abordons ainsi la dernière ligne droite de ce journal, 8e édition de la Journée mondiale des pauvres. L'événement est célébré ce mercredi 13 novembre 2024 dans les 4 coins du monde. Cette commémoration a pour but d'encourager les riches à sortir de leurs murs et à aller à la rencontre des plus pauvres. Comment les Malanvillois perçoivent-ils une telle célébration? Et quelques-uns se sont prononcés sur un extrait de leurs propos. La journée mondiale des pauvres, c'est une journée qui doit être aussi fêtée. Cette journée aussi, ça encourage les personnes qui sont en manque de moyens de connaître qu'eux aussi, le monde pense à eux, quoi. La pauvreté, c'est une situation de manque de moyens. Et quand on dit situation de manque de moyens, là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à satisfaire tous ses besoins. C'est-à-dire les 5 besoins fondamentaux, là, se loger, se nourrir, se vêtir. Il n'arrive pas à combler ces choses-là avec lui-même. C'est cette personne-là qu'on appelle un pauvre. Cette personne, il faut penser à lui. Comme pas de la pauvreté même là, je ne suis pas de ces gens. Parce qu'au moins, moi, j'arrive à subvenir à mes besoins. J'ai été surpris d'entendre qu'il y a une journée qui concerne les pauvres. Selon moi, une journée mondiale des pauvres, personnellement, je ne dirais pas que moi je suis pauvre. Une fois déjà que je trouve à manger le matin, à midi, le soir. La pauvreté, je dirais que c'est celui qui n'arrive pas à satisfaire ses propres besoins. Dans le sens où il ne trouve pas à manger à satiété. C'est une journée que tous les pauvres doivent célébrer les joies. Au moins, même si on est pauvre, on sait qu'il y a la santé et on mange, on boit. Même si on n'arrive pas à satisfaire tous nos besoins et nous sommes encore en vie. C'est une journée à se rappeler les uns les autres qui sont aussi un peu pauvres comme nous. La pauvreté est le manque de moyens pour satisfaire tous ces besoins. On peut avoir des moyens, mais pas totalement tous les moyens. Tu peux avoir l'argent, avoir tout, mais si la santé il ne compte pas, tu es pauvre. Et le thème retenu pour l'édition 2024 est la pauvre. Sinon, la prière des pauvres monte vers Dieu. Et à la question de savoir s'il y a encore d'entraide entre les riches et les pauvres, voici ce que répondent les citoyens rencontrés. Il n'y a pas l'entraide entre nous. Surtout quand on parle des pauvres ici, il y en a plein de pauvres. Il y a des riches qui sont logés à côté des pauvres, qui savent bien qui sont en difficulté, qui ont des besoins, mais ça ne vaut pas la peine. Les riches, vraiment, s'ils pouvaient au moins penser à ces personnes-là qui sont autour d'eux et qui ont besoin d'un peu de soutien aussi, je crois que bien la vie serait un peu stable, quoi. Je ne dirais pas qu'il y a d'entraide entre ces deux catégories-là, je ne pense pas. Parce qu'il y en a d'autres sont là, ils sont aisés, et ils ont au moins le minimum avec eux, comparativement à d'autres qui n'ont même pas le minimum. Il n'y a pas d'entraide. Bon, tout d'abord, je dirais que la pauvreté, c'est un truc psychologique. On peut avoir assez et se dire qu'on est pauvre. Ça dépend de la manière dont tout un chacun de vous nous prenons la définition de la pauvreté. Pour cette journée mondiale des pauvres, moi j'allais dire qu'il y a d'autres riches qui pensent aussi aux pauvres. Et c'est ainsi que d'autres n'y pensent pas. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs riches qui aident les pauvres. Pas donner l'argent facilement, mais il peut t'emprunter afin que tu puisses faire quelque chose et les rembourser. Et d'autres ne le font pas. La pauvreté, ce n'est pas un choix. Il n'y a pas celui-là qui va choisir la pauvreté. C'est parce que nos destins ne sont pas les mêmes. Les gens se battent de gauche à droite. Si nous allons regarder ceux-là, normalement ils devraient être même plus riches que Dangote. Mais parce que c'est le destin, ils n'ont pas pu atteindre Dangote. Et d'autres ne se battent pas comme ceux-là. Mais ils en ont beaucoup, mais de gauche à droite ça rentre. C'est la nature aussi qui implique ceux-là. Et selon les citoyens rencontrés, la pauvreté n'est pas un choix, mais une question de destin. C'est pourquoi ces derniers lancent un appel aux riches, celui d'avoir donc une pensée positive aux personnes en situation de pauvreté. On les écoute. Le message que j'ai à passer, la vie n'est pas éternelle. Et on ne naît pas pauvre, on devient pauvre. Et on ne met pas pauvre. Mais si ce n'est pas telle la volonté de Dieu. Et les riches aussi, on ne naît pas riche, on devient riche. Et on ne met pas riche partout. Donc le message que je vais passer, qu'on se cohabite quand même entre nous, les pauvres et les riches. Qu'on voit un peu la situation entre nous et s'entraider et se regarder. Parmi les Romains, quoi. Qui garde espoir que d'un jour à l'autre, ça viendra, par la grâce de Dieu. Il faut juste se battre et plaise à Dieu, on s'en sortira. Juste qu'il ait pitié aussi des autres, ceux qui n'en ont pas, qu'ils essaient de partager avec le minimum ou bien le maximum qu'ils ont, envers eux, qu'ils essaient de partager avec leur colocataire ou bien l'entourage.
aux pauvres aujourd'hui, ne jamais baisser les bras, avoir l'espoir, et l'espoir, ça va aller. Et vous aussi, les riches, vous êtes nos tontons, essayez d'aider nous les pauvres, parce que l'homme ne devient pas riche subitement. C'est à travers l'homme que Dieu aide l'homme. Donc c'est à travers vous, Dieu peut nous faire élever aussi. Donc on peut quitter de la place de pauvreté et être riche à travers vous les richards. Nous appelons les richards, les babadjers à aider nous les pauvres pour pouvoir vite développer. C'est l'instant maintenant d'aller de suivre le décryptage de l'actualité tel que traité par la presse béninoise écrite. C'est la revue de presse nationale de l'Okoumane Ouroudio et tout de suite sur Sota FM. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Oundéon, n'est plus libre de ses mouvements. Il est arrêté, renseigne plusieurs parutions ce jeudi. Principale information traitée ce jeudi, Matin Libre, Dynamise Info, Fraternité, La Nouvelle Gazette, Daïbi Info, La Boussole, Soleil Levant, L'Informateur, Le Routier et bien d'autres publications rapportent l'arrestation du général Louis-Philippe Oundéon. Alors que Matin Libre alertait plus tôt en fin de journée d'hier, mercredi 13 novembre, sur le déploiement d'une horde de policiers dans la ruelle de celui qu'on surnommait Jacques Bauer, le général Louis-Philippe Oundéon a été finalement arrêté par les éléments de la police républicaine, précise le journal. Oui, dernière minute, le général Louis-Philippe Oundéon a été arrêté à son domicile, confirme en titre Dynamise Info, mais également Fraternité Le Routier qui indique que son domicile a été perquisitionné. Selon les publications, sa résidence située près de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi a été encerclée par un important dispositif sécuritaire. Matin Libre relate et retient des recoupements faits qu'il ressort qu'après avoir encerclé son domicile, les flics ont fini par s'y introduire pour le mettre aux arrêts. À en croire certaines sources, le général à la retraite d'office n'a opposé aucune résistance, fait savoir le journal qui rappelle que Louis-Philippe Oundéon s'est montré critique à l'égard de la gouvernance Talon ces derniers jours. Mais pour l'heure, mon confrère ignore les raisons de cette arrestation. Affaire donc à suivre. Termine Matin Libre. Et d'une interpellation à une autre, La Boussole et le matinal rapportent que la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoun a été interpellée puis relâchée sous convocation. Entre la SE de la mairie d'Adjoun dans le département de Lomé et le conseil communal, c'est loin d'être la bonne entente, observe le matinal qui semble compatir que Véronique Bokovo a vécu des heures chaudes mardi dernier à la brigade économique et financière BEF avant d'être relâchée sous convocation suite à une plainte du conseil communal pour des faits de malversation. Contacté par la rédaction de Le Matinal, le maire François Zanougo a livré les dessous de cette interpellation et mon confrère retient une magouille de trop et un antécédent majeur. Pour quotidien La Boussole qui traite le sujet en manchette, la mise sous convocation de la SE d'Adjoun par la BEF est un cinglant camouflé pour la préfète Apotrosou opposée à la révocation de la SE. Et sans commentaire dans le reste, Dynamise Info s'intéresse à la situation de Joël Aïvo et de Reké Amadougou. Depuis leur interpellation et leur condamnation à de lourdes peines d'emprisonnement pour des motifs entre autres blanchiment de capitaux, atteinte à la sûreté de l'État et financement du terrorisme, Joël Aïvo et Reké Amadougou bénéficient, d'après le quotidien, du soutien des organismes nationaux et internationaux qui appellent à leur libération. Des appels auxquels restent sous le pouvoir de la rupture qui ne prête pas le flanc aux exigences des juridictions internationales pour maintenir derrière les barreaux les deux personnalités, estime le quotidien qui rappelle que Joël Aïvo et Reké Amadougou ont bénéficié de plusieurs jugements de juridictions internationales qui ordonnent leur libération immédiate. Mais le Bénin, membre de cette juridiction, ferme les yeux sur les exigences. Mon confrère relève que cet état de choses est récemment dénoncé par le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU qui demande la libération de Joël Aïvo, comme ce fut le cas avec Reké Amadougou. La rupture toujours sourde à toute demande de libération, termine le journal. Et puis, projet de loi des finances, gestion 2025 pour finir. Daïbi Info, le matinal, décryptage info, le pays émergent et surtout Fraternité rapporte que le ministre des Finances, Romi Adouadaï, a présenté les grands axes prioritaires du projet aux députés. De ces axes, le quotidien du Ménotaire retient et fait savoir en titre la poursuite
poursuite des investissements du programme d'achat du gouvernement PAG et 41,5% du budget réservé au social. Les autres détails à découvrir dans les colonnes des journaux. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, mesdames, messieurs, 30 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur la radio Sota FM. Bien, vous l'avez suivi. Collaboration technique Aboubakar Doko, à l'édition Zoul Kifilona, en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée.